À première vue, tout aurait commencé par des diamants, un collier historique et quelques pièces de joaillerie associées à l'héritage d'Élisabeth II. Pourtant, dans le récit qui nous est soumis, les bijoux ne constituent que la partie visible d'un affrontement beaucoup plus profond, celui de la confiance, de la succession et de la maîtrise de l'image au sein de la monarchie britannique. Le texte décrit une note privée attribuée à Catherine, princesse de Galles, adressée à Camilla et qui aurait été transmise à la presse après avoir été amputée de son passage le plus conciliant. C'est précisément cette suppression qui transforme, dans la narration, une tentative de compromis en accusation implicite de cupidité et ouvre la voie à une véritable crise institutionnelle. Il convient néanmoins d'établir une distinction essentielle. Le document fourni raconte de nombreux échanges privés, réunions internes, ordres administratifs et dialogues dont il ne présente pas de sources indépendantes permettant de les authentifier. Ils doivent donc être analysés comme les éléments d'un récit et non comme des faits définitivement établis. Cette précaution prise, l'histoire demeure particulièrement intéressante d'un point de vue journalistique, car elle met en scène 3 questions fondamentales pour toute institution fondée sur la continuité. Qui contrôle les symboles du pouvoir? Qui contrôle le récit public? Et surtout, que se passe-t-il lorsque les collaborateurs chargés de protéger une institution découvrent qu'ils peuvent accroître leur propre influence en nourrissant les rivalités à l'intérieur de celle-ci? À première vue, le conflit raconté dans le document semble presque dérisoire. Quelques bijoux historiques, un collier en diamant, une broche de saphir, des décisions de garde-robe prises à l'approche d'un banquet d'État. Pourtant, derrière cet univers de velours, de pierres précieuses et de cérémonial, se dessine une question beaucoup plus sensible. Celle de la place respective de Catherine et de Camilla dans une monarchie organisée autour de la continuité, de la hiérarchie et de la succession. Dans le récit fourni, les bijoux ne valent donc pas seulement pour leur prix ou leur beauté. Ils deviennent des symboles de reconnaissance, d'autorité et de légitimité. Pour comprendre cette tension, il faut rappeler la logique même d'une monarchie. Chaque geste public est observé, chaque apparition est interprétée, chaque tenue, chaque décoration et chaque pièce de joaillerie peuvent être lues comme un signe de statut. Lorsqu'un membre de la famille royale porte un bijou associé à une ancienne souveraine, le public ne voit pas uniquement un objet précieux. Il voit aussi une continuité historique. Le bijou transmet une mémoire, rappelle une fonction et parfois suggère silencieusement une place dans l'ordre dynastique. C'est précisément ce qui rend la situation décrite si explosive. Catherine aurait été informée, peu avant un grand banquet d'État, qu'un collier en diamant qu'elle s'attendait à porter avait finalement été réservé à Camilla. Selon le texte, cette modification ne lui aurait pas été présentée comme une décision nécessitant discussion, mais comme un choix déjà arrêté. En apparence, il ne s'agit que d'un changement de dernière minute. Mais dans l'univers symbolique de la cour, Catherine aurait pu l'interpréter comme un rappel brutal. Son futur statut ne lui donne encore aucun pouvoir réel sur les symboles qu'elle pourrait être appelée à incarner un jour. Cette perception est essentielle. Catherine ne serait pas blessée parce qu'on lui refuse simplement un collier. Ce qui la troublerait, c'est l'idée que sa place future puisse être organisée sans elle, définie par d'autres, et contrôlée jusque dans les objets qui représentent cette succession. Depuis son entrée dans la famille royale, elle aurait, selon la narration, choisi une stratégie fondée sur la patience, la retenue et le respect des équilibres internes.
Elle aurait accepté les contraintes du protocole, les changements de programme et les décisions prises par des membres plus anciens de la famille, sans transformer chaque désaccord en controverse publique. Mais cette patience peut aussi devenir dangereuse lorsqu'elle est interprétée comme une absence de volonté. Dans le récit, Catherine aurait progressivement eu le sentiment que son silence était devenu une faiblesse aux yeux de certains responsables du palais. Chaque concession supplémentaire risquait alors de créer un précédent. Si elle acceptait, sans protester, que plusieurs bijoux historiquement liés à la continuité de la couronne soient durablement réservés à Camilla, qu'est-ce qui empêcherait d'autres décisions du même type? Derrière la question du collier se dessinait donc une inquiétude plus large. La future reine devait-elle attendre passivement que l'institution décide à sa place de la manière dont son rôle serait représenté? Camilla, cependant, aurait lu la situation d'une manière presque opposée. Pour elle, les bijoux historiques n'incarneraient pas seulement le présent de la monarchie, mais aussi l'aboutissement d'un long combat personnel pour être accepté. Pendant des décennies, son image publique a été controversée. Elle a longtemps occupé une position délicate dans l'imaginaire collectif britannique. Dans la logique du récit, porter certains bijoux associés aux souveraines précédentes représenterait donc bien davantage qu'un privilège cérémoniel. Ce serait la confirmation visible que l'institution l'a finalement reconnu dans son rôle. C'est là que réside la tragédie politique de cette histoire. Les deux femmes auraient pu regarder le même collier et y voir deux choses totalement différentes. Catherine y verrait la responsabilité qui l'attend. Camilla y verrait la légitimité qu'elle estime avoir enfin obtenue. Dès lors, tout compromis devient difficile, car céder l'objet semble signifier, pour chacune, céder une partie de sa place. Selon le document, la tension aurait atteint son point critique lorsqu'une discussion directe aurait eu lieu dans un couloir du palais avant un banquet. Catherine aurait demandé si le collier lui avait été retiré volontairement. Camilla aurait répondu d'une manière particulièrement froide, faisant comprendre que l'objet n'avait jamais appartenu à Catherine et qu'elle n'avait donc rien perdu. Qu'il s'agisse ou non d'un dialogue vérifiable, cette scène joue un rôle déterminant dans la construction du récit. Elle transforme une décision de protocole en affront personnel. Jusqu'alors, Catherine pouvait encore interpréter les changements comme des décisions administratives. Après cette réponse, elle aurait commencé à soupçonner une intention plus profonde, celle de rappeler la hiérarchie et de limiter symboliquement son influence avant même que William ne devienne roi. Le plus important, cependant, est ce qui se passe ensuite. Plutôt que de provoquer une confrontation publique, Catherine aurait choisi l'écriture. Elle aurait d'abord rédigé une première version de sa lettre, trop émotionnelle à ses propres yeux, avant de la déchirer. Elle en aurait produit une seconde, plus mesurée, structurée autour de 3 idées: le devoir, l'histoire et le respect mutuel. Cette décision nous dit beaucoup sur la façon dont le personnage de Catherine est construit dans le texte. Elle n'est pas présentée comme impulsive, mais comme une femme consciente que chaque mot peut avoir une conséquence politique. Elle aurait donc tenté de transformer sa frustration en argument institutionnel. Elle ne revendiquait pas, selon la narration, une propriété personnelle sur les bijoux. Elle défendait plutôt l'idée que ces pièces appartiennent à une histoire qui dépasse les individus et qu'elles ne devraient donc jamais être utilisées comme récompense privée ou comme héritage personnel. Cette formulation est raisonnable lorsqu'elle est replacée dans son contexte, mais elle est également dangereuse. Isolée du reste de la lettre,
Elle peut très facilement être interprétée comme une accusation contre Camilla. Elle suggère implicitement qu'une personne pourrait vouloir privatiser des symboles qui appartiennent à l'institution. Si cette phrase est publiée seule, le public peut croire que Catherine accuse directement Camilla d'avidité, d'appropriation ou d'abus de position. C'est là que le récit introduit son élément le plus explosif. La version qui aurait été transmise à la presse ne comportait pas la conclusion de la note. Or, cette conclusion aurait été déterminante. Catherine y aurait proposé une rencontre privée. Elle aurait également suggéré une solution partagée, respectant le rôle actuel de Camilla, tout en reconnaissant les responsabilités futures de la princesse de Galles. En d'autres termes, le texte original ne serait pas un ultimatum. Ce serait une tentative de négociation. La suppression de ce passage aurait complètement changé la signification du document. Et c'est à partir de ce moment que l'affaire cesse d'être une querelle entre deux femmes pour devenir un problème de pouvoir informationnel. Car manipuler un document ne signifie pas nécessairement inventer de fausses phrases. Il suffit parfois de choisir lesquelles montrer et lesquelles cacher. C'est une méthode particulièrement efficace dans l'univers médiatique contemporain. Une phrase exacte, mais extraite de son contexte, peut produire une impression totalement fausse sans qu'aucun mot n'ait été inventé. Le public croit alors lire la vérité alors qu'il ne reçoit qu'une portion soigneusement sélectionnée de cette vérité. Dans le récit, Catherine comprendrait précisément ce danger lorsqu'on lui remettrait une copie imprimée de sa propre note. Elle reconnaîtrait ces mots, mais pas leur intention. Pour elle, la blessure serait alors double. D'une part, une correspondance qu'elle croyait privée aurait été divulguée. D'autre part, cette correspondance aurait été modifiée par omission afin de produire une image plus agressive d'elle. Le problème ne serait donc plus « qui portera le collier ?» Le véritable problème deviendrait « qui essaie de définir publiquement qui je suis ?» William, selon le document, aurait rapidement saisi cette différence. En comparant la copie publiée avec l'original manuscrit de Catherine, il aurait constaté que les passages les plus sévères avaient été conservés tandis que les phrases les plus conciliantes avaient disparu. Son interprétation aurait été simple. Quelqu'un ne cherchait pas seulement à divulguer la position de Catherine. Quelqu'un voulait que le public croie qu'elle était plus dure, plus ambitieuse et plus conflictuelle qu'elle ne l'avait réellement été dans sa lettre. Cette distinction change tout. Une fuite peut être motivée par l'intérêt médiatique. Une fuite sélective suggère une stratégie. Et si cette stratégie vise à influencer l'opinion, au moment même où des décisions concernant le rôle futur de Catherine sont discutées, alors les bijoux deviennent effectivement secondaires. Ils ne sont plus que le prétexte autour duquel se construit une lutte pour le contrôle de l'image. C'est ici que le premier chapitre révèle son véritable enjeu. Camilla et Catherine ne se battent pas réellement pour des pierres précieuses. Elles se trouvent placées au centre d'une confrontation entre deux temporalités de la monarchie, le présent et l'avenir. Camilla représente une autorité actuelle, acquise après des années de controverses. Catherine représente une continuité future qui gagne progressivement en visibilité et en influence. Dans une institution parfaitement stable, ces deux réalités pourraient coexister. Mais dès que des conseillers, des stratégies de communication ou des rivalités de maison commencent à transformer cette coexistence en compétition, chaque symbole devient dangereux. Un collier n'est plus un collier. Une broche n'est plus une broche. Une photographie prise pendant un banquet peut devenir une déclaration politique.
et une lettre privée peut devenir une arme. C'est précisément ce basculement qui donne toute sa force au récit. Catherine aurait initialement cherché à éviter le scandale en s'adressant directement à Camilla. Mais si le document a effectivement été traité comme une pièce stratégique par des membres de l'entourage royal, alors sa tentative de résoudre discrètement le problème aurait produit exactement l'inverse. Au lieu de calmer le conflit, la lettre l'aurait institutionnalisé. Au lieu de protéger la famille, elle aurait révélé l'existence de plusieurs centres de pouvoir. Et au lieu de régler une question de bijoux, elle aurait ouvert une interrogation beaucoup plus inquiétante. Jusqu'où certains collaborateurs du palais seraient-ils prêts à aller pour protéger la position de la personne qu'ils servent? C'est cette interrogation qui nous conduit directement au deuxième chapitre. Car à partir du moment où Catherine comprend que ces mots ont été sélectionnés, copiés et utilisés contre elle, le centre de gravité de l'affaire se déplace. Le véritable adversaire n'est peut-être plus la femme assise de l'autre côté de la table. Il pourrait être l'appareil qui, dans l'ombre, transforme les incompréhensions en rivalités et les rivalités en instruments de pouvoir. C'est précisément à partir de cette interrogation que le deuxième chapitre prend toute sa dimension. Si le premier acte de l'affaire semblait opposer Catherine à Camilla autour de l'usage de certains bijoux historiques, le récit change progressivement de nature lorsque l'attention se déplace vers les équipes qui les entourent. Car dans une institution aussi structurée que la monarchie britannique, une correspondance privée entre deux figures royales ne reste jamais totalement isolée. Elle peut passer entre les mains de secrétaires privés, de responsables de la communication, de conseillers protocolaires et d'administrateurs chargés de conserver une trace des échanges sensibles. C'est là que se situe, dans le texte fourni, le véritable point de rupture. La note manuscrite de Catherine aurait été adressée directement à Camilla, dans l'espoir d'éviter précisément ce qui allait suivre. Une guerre d'interprétation. Mais avant même qu'une réponse personnelle ne soit formulée, le document aurait été scanné, enregistré et transmis à plusieurs membres de l'entourage de la reine. Cette circulation, présentée dans le récit comme beaucoup plus large que ne l'exigeait la situation, transforme instantanément une démarche privée en objet administratif. À partir du moment où plusieurs collaborateurs commencent à lire, commenter et interpréter une lettre destinée à une seule personne, la signification initiale du texte n'appartient déjà plus entièrement à son auteur. C'est là tout le paradoxe de ce type d'institution. Les conseillers existent pour protéger ceux qu'ils servent, mais plus ils interviennent dans les relations personnelles entre les membres de la famille, plus ils risquent de substituer leur propre logique à celle des principaux intéressés. Un désaccord susceptible d'être réglé en quelques phrases peut alors devenir un dossier, puis une stratégie, puis un problème de communication nécessitant lui-même de nouvelles stratégies. Le récit décrit exactement ce mécanisme. Lorsque Catherine découvrirait que sa note a été diffusée, elle ne choisirait plus l'écriture. Elle se rendrait directement auprès de Camilla avec deux versions du même document, l'original manuscrit et la copie qui aurait circulé dans les médias. Le geste est symboliquement puissant. Il ne s'agit plus de discuter d'un collier, mais de comparer la vérité d'une intention avec la vérité fabriquée par une sélection de phrases. Selon la narration, Catherine poserait les deux textes côte à côte avant de montrer le passage supprimé. La conclusion dans laquelle elle proposait une rencontre privée et un compromis. Ce paragraphe modifiait pourtant tout le sens de la lettre. Sans lui,
Catherine pouvait apparaître comme une future reine, impatiente de revendiquer les symboles de la couronne. Avec lui, elle apparaissait au contraire comme une femme consciente du caractère délicat de la situation et cherchant une solution qui préserverait la position de Camilla. Cette différence devient le cœur de l'affrontement. Camilla aurait immédiatement nié avoir personnellement autorisé la fuite, et cette nuance est particulièrement importante. Dans le récit, elle ne dit pas que personne dans son entourage n'a traité la lettre comme un dossier stratégique. Elle affirme qu'elle-même ne l'a pas remise aux journalistes. La formulation laisse donc ouverte une zone de responsabilité beaucoup plus complexe. Jusqu'où une personnalité publique est-elle responsable des initiatives prises par son propre entourage, lorsqu'elles sont menées au nom de la défense de son image? La question devient encore plus sensible lorsque Camilla reconnaîtrait avoir discuté du document avec son secrétaire privé et son conseiller en communication. Elle expliquerait que ses collaborateurs avaient considéré la lettre comme une contestation institutionnelle plutôt que comme une démarche familiale. Selon cette lecture, Catherine ne demandait pas simplement davantage de concertation. Elle chercherait déjà à imposer un droit de regard sur la collection royale avant même que William n'accède au trône. C'est ici que l'interprétation devient politique. Une phrase peut être exactement la même, mais changer totalement de signification selon celui qui la lit. Catherine parle de continuité. L'entourage de Camilla y verrait une revendication d'autorité. Catherine parle d'un équilibre entre le présent et le futur. Certains conseillers pourraient y entendre une tentative d'anticiper le prochain règne. Dès lors, la peur commence à guider les décisions. Et dans les systèmes de pouvoir, la peur est souvent plus dangereuse que l'ambition. Une personne qui cherche simplement davantage d'influence peut négocier. Une personne persuadée qu'elle risque de perdre sa place devient beaucoup plus difficile à raisonner. Elle commence à voir chaque geste de l'autre comme une menace. Chaque réunion devient un test. Chaque apparition publique devient une comparaison. Chaque article de presse devient un indicateur de rapport de force. Le texte montre ainsi comment deux femmes auraient pu être progressivement enfermées dans des récits fabriqués autour d'elles. À Catherine, on aurait laissé entendre que Camilla cherchait à l'empêcher d'accéder au symbole de sa future fonction. À Camilla, on aurait présenté Catherine comme une figure déjà décidée à réduire son rôle avant même la succession. Plus les deux femmes se méfiaient, plus les conseillers devenaient indispensables pour interpréter ce que l'autre faisait. Ce détail est probablement l'un des plus intéressants de toute l'histoire. Car un conseiller gagne du pouvoir lorsqu'il devient l'intermédiaire indispensable entre deux personnes qui ne se parlent plus directement. Plus la relation se détériore, plus l'intermédiaire devient précieux. Il explique, traduit, prévient, conseille, anticipe et propose ensuite des solutions aux problèmes qu'il contribue parfois lui-même à alimenter. Le récit va précisément dans cette direction lorsqu'il évoque un responsable de communication qui aurait exagéré les exigences de Catherine lorsqu'il parlait à Camilla, puis exagéré la colère de Camilla lorsqu'il s'adressait aux médias. En maintenant les deux camps dans un état permanent de suspicion, ce conseiller aurait renforcé son propre rôle au sein du système. Si cette accusation devait être traitée comme un fait réel, elle nécessiterait évidemment des preuves indépendantes. Mais comme mécanisme narratif et politique, elle révèle une réalité plus générale. Les appareils de communication peuvent parfois cesser d'être de simples outils et devenir des acteurs autonomes
du pouvoir. Le roi Charles se retrouve alors placé au centre de la tempête. Selon le texte, une enquête interne aurait révélé qu'un nombre étonnamment élevé de personnes avaient eu accès à la lettre de Catherine. Charles aurait alors posé une question simple. Pourquoi 9 personnes auraient-elles eu besoin de consulter un message personnel adressé à son épouse? Cette question dépasse largement la fuite elle-même. Elle revient à demander si les différentes maisons royales ont commencé à fonctionner comme des administrations concurrentes, plutôt que comme les composantes d'une même famille et d'une même institution. Charles aurait longtemps privilégié une certaine autonomie entre les foyers royaux. L'objectif paraît logique, éviter que chaque décision mineure remonte au souverain, donner aux équipes la souplesse nécessaire pour gérer les agendas, les voyages, les relations médiatiques et les engagements officiels. Mais cette autonomie comporte un danger. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une confiance solide entre les différentes équipes, elle peut créer des centres de pouvoir qui développent leur propre culture et leurs propres réflexes de défense. Chaque équipe commence alors à protéger son membre de la famille. Et cette notion de protection peut progressivement devenir agressive. On ne cherche plus seulement à valoriser la personne que l'on sert. On cherche à empêcher qu'une autre figure royale ne prenne trop de place. À ce stade, l'institution cesse de fonctionner comme une pyramide et ressemble davantage à une coalition de cours parallèles. Le dossier s'aggraverait encore lorsque l'enquête découvrirait, toujours selon le texte, qu'un document avait été marqué pour un traitement stratégique. Il aurait été recommandé de laisser entendre à certains journalistes que Catherine exerçait une pression afin d'obtenir la priorité sur les bijoux de la reine. L'objectif aurait été d'influencer la perception publique avant que de futures décisions de répartition ne soient prises. Cette séquence marque le point où l'affaire franchit une nouvelle frontière. Une chose est de discuter en interne de la manière de répondre à une lettre difficile. Une autre consiste à envisager de façonner l'opinion publique contre un autre membre de la famille afin d'améliorer sa propre position lors de décisions internes. Si l'on suit le récit, la communication cesse donc d'être défensive. Elle devient une arme. William aurait compris immédiatement la gravité du problème. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement de protéger Catherine contre une humiliation passagère. Si aucune sanction n'était prise, cela signifierait que n'importe quel collaborateur du palais pouvait utiliser des informations confidentielles pour affaiblir un membre de la famille, puis justifier son geste en affirmant avoir simplement défendu un supérieur. Autrement dit, le silence créerait un précédent. Et dans une institution fondée sur le précédent, ce risque est particulièrement grave. Charles se retrouverait pourtant devant un dilemme profondément personnel. Camilla n'est pas seulement une figure institutionnelle, elle est son épouse, une femme qu'il a longtemps défendue contre des décennies de critiques publiques. Sanctionner sévèrement son entourage pourrait être interprété comme une remise en cause indirecte de son jugement ou de sa légitimité. Mais ne rien faire risquerait de détériorer durablement la relation avec William et Catherine. Le roi devait donc choisir non pas entre deux personnes, mais entre deux principes: la loyauté envers son épouse et la protection de la confiance nécessaire au fonctionnement de la monarchie. Selon la narration, il aurait finalement signé la suspension du responsable de communication impliqué. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une seconde fuite aurait alors révélé des échanges internes suggérant que l'entourage de Camilla envisageait effectivement une campagne destinée à corriger la perception
selon laquelle Catherine disposerait d'une quelconque priorité sur la collection royale. Cette nouvelle révélation aurait radicalement changé l'opinion autour de l'affaire. Jusqu'alors, les premiers titres pouvaient présenter Catherine comme une princesse impatiente, préoccupée par son statut et par les privilèges liés à son futur rôle. Mais si la lettre avait réellement été tronquée, et si une stratégie médiatique avait été envisagée pour renforcer cette interprétation, alors l'histoire s'inversait. La question n'était plus de savoir si Catherine demandait trop. La question était de savoir si son image avait été intentionnellement manipulée. Le palais entrerait alors dans une atmosphère de méfiance généralisée. Les appareils seraient récupérés avant certaines réunions. Les communications internes seraient examinées. Des collaborateurs commenceraient à protéger leurs propres responsabilités. Des messages supprimés prendraient soudain une importance considérable. Ce genre de crise suit presque toujours la même logique. Dès que les responsables comprennent qu'une enquête pourrait remonter jusqu'à eux, la priorité collective disparaît au profit de la survie individuelle. Les alliés deviennent prudents. Les collaborateurs cessent de parler librement. Chacun cherche à démontrer qu'il n'a fait qu'exécuter les décisions d'un autre. Camilla elle-même aurait alors découvert qu'elle n'était peut-être plus la bénéficiaire d'une stratégie, mais également sa prisonnière. Son autorité aurait été utilisée pour justifier des initiatives qu'elle ne contrôlait pas totalement. Ses conseillers prétendaient la protéger, mais en agissant ainsi, ils l'exposaient à une responsabilité politique beaucoup plus lourde. Catherine, de son côté, ne ressentirait aucune satisfaction véritable devant le retournement de l'opinion. Elle aurait expliqué à William qu'elle désirait une clarification et des responsabilités, non la destruction publique de l'entourage de Camilla. Cette réaction joue un rôle essentiel dans la construction de son image. Le récit refuse de la transformer en vainqueur triomphant. Au contraire, il la montre consciente qu'une victoire trop complète contre Camilla pourrait elle-même devenir une nouvelle source d'instabilité. Et c'est peut-être là que réside le tournant décisif du deuxième chapitre. La crise commence à échapper aux femmes qu'elle était supposée opposer. Les bijoux sont gelés. Les conseillers tombent. Les équipes sont réorganisées. Les procédures de confidentialité sont renforcées. Mais Catherine et Camilla découvrent progressivement qu'elles ont peut-être été moins adversaires qu'elles ne le croyaient. Le véritable système de rivalité se trouvait autour d'elles. Un conseiller serait finalement écarté, tandis qu'un haut responsable de l'entourage de Camilla présenterait sa démission. La logique de confrontation médiatique qui avait nourri l'affaire commence à s'effondrer en même temps que ceux qui l'avaient entretenue. Il reste pourtant un problème que ni les suspensions, ni les démissions, ni les nouvelles règles administratives ne peuvent résoudre. La confiance entre Catherine et Camilla a été brisée. Et cette confiance ne peut pas être reconstruite par des secrétaires. Elle ne peut pas être rétablie par un communiqué de Buckingham Palace. Elle ne peut pas être imposée par Charles. Pour avancer, les deux femmes doivent revenir exactement au point que leurs entourages leur avaient empêché d'atteindre. Une conversation directe, sans conseiller, sans dossier, sans stratégie médiatique et sans témoin, chargés d'interpréter leurs paroles. C'est donc lorsque les intermédiaires disparaissent enfin que commence le troisième acte de cette histoire. Car derrière la bataille des bijoux et derrière la guerre des conseillers se cachent deux peurs beaucoup plus personnelles, celle de Camilla, qui redoute d'être déjà poussée vers le passé, et celle de Catherine, qui craint que son avenir soit constamment décidé sans elle. Et pour la première fois depuis le début de la crise, les deux femmes vont devoir se demander non pas qui a gagné,
mais ce qu'elles risquent toutes les deux de perdre. Et pour la première fois depuis le début de la crise, les deux femmes vont devoir se demander non pas qui a gagné, mais ce qu'elles risquent toutes les deux de perdre. Car une fois les conseillers écartés, les communiqués suspendus et les stratégies médiatiques neutralisées, il ne reste plus que l'essentiel. Deux femmes placées à des moments différents de la même histoire monarchique. L'une incarne le présent d'une institution qu'elle a longtemps dû convaincre de l'accepter. L'autre représente une partie de son avenir, sans encore disposer de l'autorité correspondant pleinement à cette perspective. C'est cette asymétrie qui donne au dernier acte du récit toute sa force. Les bijoux n'ont pas créé la rivalité. Ils n'en ont été que le révélateur. Selon le texte fourni, la seconde rencontre entre Catherine et Camilla se déroule dans des conditions radicalement différentes de la première. Cette fois, aucun dossier n'est posé sur la table. Aucun secrétaire privé n'attend derrière la porte. Aucun conseiller en communication ne pourra résumer la conversation, la reformuler ou l'utiliser ensuite pour alimenter une stratégie. Camilla aurait demandé qu'aucun mot prononcé dans la pièce ne soit enregistré, transmis ou repris par leurs entourages. Catherine aurait accepté. Ce détail est profondément symbolique. Après une crise née de la circulation excessive de l'information, la seule possibilité de reconstruction passe par une conversation que personne d'autre ne contrôle. Camilla aurait été la première à parler. Et derrière l'autorité apparente de la reine se révélerait alors une peur beaucoup plus intime, celle de devenir une figure provisoire. Chaque discussion sur la succession, chaque article consacré à William et Catherine, chaque projection vers le prochain règne pourrait être perçue comme un rappel que le temps monarchique continue d'avancer. Or, pour une femme dont l'intégration dans la famille royale fut longtemps controversée, cette perspective peut avoir une signification particulière. Après avoir attendu des années pour obtenir une reconnaissance institutionnelle et publique, elle pourrait craindre que cette reconnaissance soit immédiatement présentée comme temporaire. Dans cette logique, les bijoux associés aux anciennes souveraines prennent une nouvelle signification. Ils ne sont pas seulement des accessoires, ils deviennent des preuves visibles d'appartenance. Porter un collier historique, c'est être photographié avec lui, entrer dans les archives avec lui et inscrire son image dans une continuité de souveraine et de reine. Pour Camilla, tel que l'a décrit le récit, abandonner trop facilement ce langage symbolique pourrait donc donner l'impression de quitter la scène avant même que son rôle actuel ne soit pleinement reconnu. Catherine écouterait sans l'interrompre. Puis elle présenterait une inquiétude presque opposée. Elle ne souhaiterait pas accélérer la succession ni réduire la position de Camilla. Ce qu'elle craindrait serait plutôt de découvrir, année après année, que son avenir continue d'être défini sans elle. Le retrait du collier, la réservation de la broche de saphir, les décisions prises sans véritable concertation ne seraient donc pas perçues comme des humiliations matérielles, mais comme des signaux institutionnels. À chaque décision, la même question reviendrait. Sa future fonction est-elle reconnue comme une réalité à préparer ou simplement comme une perspective dont elle n'a pas encore le droit de parler? Cette nuance permet de comprendre pourquoi le conflit ne peut être réduit à une caricature opposant une femme ambitieuse à une autre jalouse de son statut. Le récit propose quelque chose de plus subtil. Camilla redoute d'être déjà considérée comme appartenant au passé. Catherine redoute d'être maintenue éternellement dans l'antichambre de l'avenir. Les deux peurs peuvent coexister. Et lorsqu'elles sont nourries par des intermédiaires cherchant à protéger leur propre influence,
elles peuvent devenir incompatibles. C'est à ce moment que Camilla aurait sorti d'un tiroir la lettre manuscrite originale de Catherine. Ce geste marque une rupture fondamentale avec les premières étapes de l'affaire. Au début, la lettre avait été copiée, enregistrée, commentée, tronquée et transformée en objet stratégique. Dans cette seconde rencontre, elle redevient ce qu'elle devait être à l'origine. Une communication entre deux personnes. Camilla aurait alors reconnu une erreur majeure. Elle aurait dû répondre elle-même au document avant d'autoriser son entourage à l'interpréter. Elle aurait également admis avoir su que ses conseillers envisageaient de contester ce qu'ils considéraient comme les prétentions de Catherine sur la collection royale, tout en maintenant qu'elle n'avait jamais personnellement autorisé la fuite. Cette confession, dans la logique du récit, est importante parce qu'elle introduit une conception plus large de la responsabilité. Il existe une différence entre ordonner une action et créer un environnement dans lequel cette action devient possible. Camilla pourrait ne jamais avoir demandé explicitement qu'une lettre soit transmise aux médias. Mais si ses collaborateurs savaient qu'elle partageait leur inquiétude concernant l'influence future de Catherine, ils pouvaient croire qu'une campagne défensive serait conforme à ses intérêts. Le silence devient alors une forme de permission involontaire. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus fortes du récit. Dans les institutions où les collaborateurs agissent constamment au nom d'une personnalité centrale, ne pas fixer de limites peut parfois avoir presque autant de conséquences que donner un ordre. Catherine aurait pu exploiter cet aveu. Elle aurait pu réclamer l'humiliation publique de Camilla, exiger son retrait de certaines décisions, ou utiliser le retournement médiatique pour renforcer définitivement son propre camp. Mais le texte choisit une autre direction. Catherine demande une règle. Elle proposerait qu'aucune correspondance privée entre membres importants de la famille royale ne puisse désormais être copiée, transmise ou utilisée dans une stratégie médiatique sans consentement explicite. Ce choix transforme profondément la nature de sa réponse. Une vengeance aurait réglé le passé. Une règle cherche à empêcher que le même problème se reproduise. Et dans une institution fondée sur la continuité, c'est une différence majeure. Catherine n'aurait donc pas cherché à battre Camilla. Elle aurait cherché à redéfinir les frontières entre la sphère familiale et les appareils de communication du palais. Camilla, de son côté, accepterait progressivement cette logique. Les bijoux litigieux seraient provisoirement retirés des prochaines apparitions, non pour désigner une perdante, mais pour empêcher qu'ils continuent à être utilisés comme instrument de comparaison. Lors d'un engagement officiel consacré aux femmes dans le service public, les deux figures royales apparaîtraient ensemble sans porter les pièces ayant provoqué la crise. Le geste aurait une portée considérable. Pendant des jours, les bijoux avaient allé parler à leur place. Le public observait qui portait quoi, qui obtenait quel symbole, qui semblait gagner du terrain. En renonçant temporairement aux pièces non contestées, Catherine et Camilla retireraient aux observateurs l'outil même qui avait permis de transformer leur relation en compétition permanente. Selon le récit, Catherine aurait choisi une broche de perles discrète associée au service plutôt qu'au rang. Camilla aurait porté une pièce provenant de sa propre collection familiale. Elles seraient entrées ensemble, et Camilla aurait permis à Catherine de marcher à ses côtés plutôt que légèrement derrière elle. Catherine aurait brièvement posé la main sur son bras. Quelques secondes, aucun discours. Mais dans une monarchie où les gestes sont constamment interprétés, cette image aurait davantage de poids qu'un long communiqué. Le message serait clair.
Il n'y aurait pas de victoire publique de Catherine sur Camilla. Et il n'y aurait pas non plus de campagne destinée à effacer la crise. Les deux femmes accepteraient simplement de montrer qu'elles peuvent encore partager le même espace sans transformer chaque détail en rapport de force. À l'extérieur, cependant, l'affaire aurait déjà pris une dimension nationale. Le document raconte que la presse aurait reconstitué la fuite, la suppression du dernier paragraphe, la suspension d'un conseiller et la démission d'un haut responsable de l'entourage de Camilla. Certains journaux auraient progressivement cessé de présenter Catherine comme une princesse impatiente pour mettre davantage l'accent sur la manipulation de ses paroles. Ce retournement crée un nouveau danger. Lorsque l'opinion commence à se ranger derrière une personne, il devient très facile de convertir la sympathie en vengeance publique. Or Catherine, toujours selon le récit, aurait précisément cherché à éviter ce scénario. Elle aurait demandé à ses collaborateurs de ne pas encourager l'idée qu'une femme avait gagné et que l'autre avait été vaincue. Cette retenue n'est pas seulement morale, elle est politiquement efficace. Une monarchie ne gagne rien à voir deux de ses principales représentantes transformées en chefs de factions ennemies. Si Catherine avait accepté le rôle de vainqueur, chaque apparition future de Camilla aurait pu être interprétée comme celle d'une figure affaiblie. À l'inverse, si le palais avait tenté de protéger Camilla en minimisant totalement la violation de confidentialité, William et Catherine auraient pu considérer que leurs intérêts ne seraient jamais défendus de manière équitable. Le compromis devait donc dépasser les personnes. C'est à ce stade que Charles intervient pour transformer la réconciliation privée en réforme institutionnelle. Selon la narration, il aurait réuni Catherine et Camilla avant de signer un nouveau protocole de communication. Désormais, aucune lettre personnelle entre membres importants de la famille ne pourrait être copiée, distribuée ou intégrée à une stratégie de relations publiques sans autorisation écrite. Le roi aurait également précisé qu'aucune maison royale ne devait chercher à protéger un membre de la famille en portant atteinte à la réputation d'un autre. Cette règle constitue le véritable verdict de l'affaire. Charles ne désigne pas une gagnante. Il condamne le mécanisme. La collection royale resterait sous son autorité. Mais les futures décisions concernant les pièces particulièrement liées à la succession devraient être discutées davantage avec les deux femmes. Camilla conserverait ainsi son rôle actuel. Catherine n'obtiendrait pas un droit de propriété sur les bijoux, mais elle recevrait ce qu'elle demandait depuis le début. La reconnaissance qu'un avenir institutionnel ne peut pas être préparé entièrement sans celle qui sera appelée à l'incarner. Camilla aurait parallèlement accepté une vérité plus difficile. L'autorité ne peut pas être défendue durablement par des stratégies opaques. Lorsqu'un entourage commence à attaquer d'autres figures au nom de la personne qu'il sert, il finit par fragiliser cette personne elle-même. Le dernier conseiller impliqué aurait donc été écarté, marquant symboliquement la fin d'un système dans lequel les rivalités pouvaient être entretenues au nom de la protection médiatique. Mais la véritable réconciliation ne se mesure pas à une sanction. Elle apparaît plus tard, dans une scène beaucoup plus simple. Quelques mois après la crise, Camilla aurait de nouveau envisagé de porter le collier en diamant à l'occasion d'un événement d'État. Cette fois, elle aurait demandé auparavant à Catherine si l'arrangement lui convenait. Catherine aurait accepté. De son côté, la princesse aurait porté la broche de saphir précédemment au centre des discussions, après que Camilla elle-même lui en aurait recommandé l'usage. Ces quelques secondes d'échange contiennent tout ce qui manquait au début de l'histoire.
consultation, reconnaissance et confiance. Les bijoux n'ont pas changé. Leur valeur historique est la même. Ce qui a changé, c'est la manière dont leur utilisation est décidée. Et c'est précisément pourquoi cette conclusion dépasse largement le monde de la joaillerie royale. Le récit raconte finalement une transformation de la notion de pouvoir. Au commencement, le pouvoir semble appartenir à celle qui peut décider qui porte le collier. Puis, il semble appartenir au conseiller, capable de manipuler la perception de cette décision. À la fin, le véritable pouvoir apparaît ailleurs, dans la capacité de Catherine et de Camilla à établir elles-mêmes les limites que leurs entourages devront respecter. Catherine ressort renforcée, mais pas parce qu'elle aurait écrasé Camilla. Son avantage narratif provient de sa retenue. Ses paroles ont été utilisées contre elle, mais elle ne réclame pas de revanche symétrique. Elle pose des limites. Elle oblige l'institution à reconnaître sa future fonction, tout en refusant de transformer Camilla en ennemie permanente. Camilla, quant à elle, conserve sa position, non parce que toute responsabilité aurait été effacée, mais parce qu'elle accepte progressivement que la protection systématique de son entourage ne peut remplacer la responsabilité personnelle. Dans le récit, sa réhabilitation vient moins d'un démenti que d'une reconnaissance de ses propres erreurs de jugement. Charles, enfin, comprend que la monarchie ne peut pas être protégée uniquement par le protocole. Le protocole règle les places. Il détermine qui marche devant qui porte quel titre et qui dispose de quelle autorité. Mais aucune règle de préséance ne peut remplacer la confiance. Et lorsqu'une institution permet à ses collaborateurs de transformer les tensions privées en instruments médiatiques, elle finit par mettre en danger exactement ce qu'elle cherche à préserver. Les bijoux retournent donc dans leurs écrins. La lettre revient symboliquement à sa propriétaire. Les conseillers responsables quittent la scène. Mais la véritable trace laissée par la crise ne serait ni un collier, ni une sanction. Ce serait une nouvelle frontière entre la famille royale et les machines de communication qui l'entourent. Dans cette perspective, le scandale n'a jamais réellement porté sur les diamants. Il portait sur quelque chose de beaucoup plus précieux et beaucoup plus fragile, la confiance. Une institution peut remplacer un conseiller. Elle peut modifier un protocole. Elle peut changer la répartition d'un bijou. Elle peut même surmonter une semaine de gros titres particulièrement violents. Ce qu'elle ne peut pas remplacer facilement, c'est la certitude qu'une parole prononcée en privé ne sera pas transformée en arme par celui qui la reçoit. Et c'est précisément sur ce point que se termine la bataille. Camilla aurait compris qu'une position protégée par la peur de perdre son statut reste constamment vulnérable. Catherine aurait compris que préparer son avenir ne signifie pas précipiter le départ de celle qui occupe la place avant elle. Charles aurait compris que laisser plusieurs entourages agir comme des centres de pouvoir indépendants peut transformer une famille en ensemble de factions concurrentes. Ainsi, le dernier verdict ne se trouve pas dans le coffre où reposent les diamants. Il se trouve dans la capacité des protagonistes à ne plus permettre que ces diamants décident de leur relation. La fuite devait affaiblir Catherine. Dans le récit, elle révèle au contraire la discipline qui se cachait derrière son silence. La stratégie devait protéger Camilla. Elle l'oblige finalement à affronter les fragilités de sa propre position. Et les bijoux devaient devenir l'instrument d'une rivalité entre deux générations de la monarchie. Ils finissent par rappeler exactement l'inverse. Aucun symbole de la couronne ne peut être plus important que la confiance nécessaire pour assurer sa continuité. Car au bout du compte, les monarchies
ne survivent pas seulement grâce au palais, aux cérémonies, aux titres ou aux pierres précieuses. Elles survivent parce que ceux qui les représentent acceptent de transmettre non seulement une couronne, mais également une institution suffisamment stable pour être reçue par la génération suivante. Et lorsqu'on observe cette histoire sous cet angle, une question demeure. La véritable victoire de Catherine et Camilla n'est-elle pas précisément d'avoir compris, avant qu'il ne soit trop tard, qu'elles avaient beaucoup moins à gagner en se combattant qu'en empêchant les autres de construire leur pouvoir sur leur division. Au terme de cette crise, une évidence s'impose. Les diamants n'étaient finalement que le décor d'un affrontement beaucoup plus profond, celui de la confiance, de la légitimité et du contrôle de l'image au sommet de la monarchie. Dans le récit que nous avons analysé, Catherine sort renforcée, non parce qu'elle aurait vaincu Camilla, mais parce qu'elle refuse de transformer la trahison en vengeance. Camilla, elle, comprend qu'une autorité protégée par le silence et les manœuvres de conseillers peut rapidement devenir fragile. Quant à Charles, il découvre qu'aucune institution ne peut rester solide lorsque ceux qui la servent utilisent les divisions internes comme instrument d'influence. Reste maintenant une question essentielle. Cette réconciliation pourra-t-elle réellement résister aux prochaines tensions de succession et aux nouvelles batailles d'image qui accompagneront l'avenir de la couronne? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez nos analyses approfondies sur la famille royale britannique, ses coulisses, ses tensions et ses stratégies, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo afin de ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et analyses.